merci de vous joindre à moi pour qu'on aille découvrir ensemble les projets du Village Amont de la vitrine de l'innovation technologique. Ça vous aura pas échappé. En allant du côté des Green Tech, le iForum fait dans les enjeux du temps, des enjeux de sobriété nécessaires, des enjeux de préservation de la planète et de ses ressources, des enjeux de préservation aussi de la santé de nos citoyens. Et avec cette mise en avant des Green Tech, il y avait aussi l'envie de questionner en quoi l'innovation pouvait être au service des transitions, parce qu'on a besoin de nouveaux matériaux plus sobres, plus verts, parce qu'on a besoin aussi de nouveaux procédés, plus verts à nouveau, plus économes des ressources, parce qu'on aurait aussi besoin éventuellement de mettre la rupture introduite par l'IA, les données, etc., au cœur finalement d'une innovation qui construit un monde soutenable, et aussi parce que toutes les données, toute l'innovation peut aussi servir à caractériser comment un monde en transition, un monde qui change, des conditions environnementales qui sont perturbées peuvent aussi affecter la santé des citoyens. Donc voilà tout ce qu'il y a derrière cette vitrine de l'innovation technologique et ce village amont. Je vous propose qu'on aille ensemble à la rencontre des porteurs de projets. Alors, on va commencer en étant plutôt sur des nouveaux matériaux pour demain, pour un futur plus soutenable. Et je vais laisser la parole tout simplement à Vincent qui va parler du projet Amillion. Donc, faut le tenir comme ça, c'est ça. Donc, bonjour, je suis Vincent Forge, je suis chercheur au CEA et je suis ici pour représenter le projet Amillion. Donc, le projet Amillion, c'est un projet de membrane biosourcée et échangeuse d'ions. Donc, ces membranes sont biosourcées parce qu'elles sont issues on utilise des protéines qui sont issues du lait, en fait du lactosérum. Ces membranes, ces protéines, il suffit de les mettre à pH acide, d'où le citron, pour obtenir des nanofibres de protéines que ensuite on peut étaler et on obtient comme ça des membranes échangeuses de protons. Donc ces membranes échangeuses de protons, les utilisations qui peuvent être envisagées, c'est dans les piles à combustible, c'est dans les batteries et c'est aussi par exemple dans les systèmes de traitement de l'eau, comme le système d'électrodialyse. Donc nos futurs clients, ce sont les intégrateurs de piles à combustible, les fabricants de batteries et puis tous les systèmes de filtration d'eau. Ensuite, l'un des intérêts de notre membrane, il y a bien sûr l'aspect biosourcé, mais quand on discute avec les industriels du domaine, ce n'est pas le meilleur, ce qui les intéresse le plus. Ce qui les intéresse le plus, en fait, c'est que quand on compare à une membrane qui s'appelle le Nafion, qui est la membrane la plus utilisée, par exemple pour les piles à combustible, nos membranes sont à peu près 100 fois moins chères. Et ça, c'est très très intéressant pour les industriels du domaine. Voilà, donc là, on commence une phase de maturation et on espère créer une start-up en 2024. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions éventuellement pour Vincent ou est-ce que tout était clair, Maud? Non, je vais poser une question sur l'innovation. Euh, Comment est-ce que vous allez faire pour que vos produits soient adoptés au niveau du marché et comment est-ce que vous allez produire? Pour la production, ce sont des protéines issues du lactosérum. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, tous les ans, il y a à peu près 500 000 tonnes de matière sèche de lactosérum qui sont produites. Donc, il y a de quoi faire. Et ensuite, pour entrer dans le marché, ça va être via le coût, en fait. C'est que, comme c'est 100 fois moins cher, par exemple, pour tout ce qui est pile à combustible, les membranes de Nafion, ça représente une grosse part du coût. Et donc, c'est comme ça qu'on espère leur proposer de réduire le coût de fabrication. Et c'est comme ça qu'on espère entrer dans le marché. Il n'y a pas encore d'usine. Elle sera à Grenoble, bien sûr. Où En Rhône-Alpes, on a une grosse production de lait. Et nous, par exemple, on fait des essais avec une coopérative à Chambéry. C'est la coopérative, c'est l'Union des producteurs de Beaufort. Donc cette membrane-là n'a pas été faite avec ça, mais on a déjà fait des membranes avec des résidus de Beaufort. Alors la durée de vie, c'est une des questions qui reste ouverte pour l'instant. On espère que ça va. Enfin, on est très optimiste, mais bon, après, c'est un des objectifs de la phase de maturation, c'est de pouvoir tester dans la longueur. Ouais.
Merci beaucoup Vincent. C'est l'occasion de rappeler que du coup tous les projets du Village Amont sont des projets qui sont en cours de sortie des laboratoires. C'est effectivement des stades très amont parce que ces innovations et finalement ces transitions elles naissent très tôt au cœur des laboratoires. Alors on va rester un peu dans le domaine des échangeurs d'ions, des électrolytes et des piles à combustible en passant du côté de E2PS. Et pour E2PS, je vais passer la parole à Christina. Voilà. Nous, sur le E2PS, donc, on travaille sur les batteries toutes solides au lithium. Et en fait, nous, ce qu'on a découvert, c'est, en fait, peut-être vous savez, dans les batteries à l'heure actuelle, on utilise du liquide qui est inflammable. Vous avez entendu peut-être des explosions en fait, qui sont produites soit avec des voitures, soit avec des portables. Et donc, nous, ce qu'on fait dans notre invention, c'est on combine le sel du lithium, qui est un matériau solide, avec un liquide. Ils s'imbriquent les deux ensemble et ça va conduire à un polymère. Ce qu'on appelle un polymère, c'est un matériau solide. Et ce matériau solide, soit on l'utilise dans les deux composantes de la batterie pour faire des membranes qui vont séparer les électrodes et à la fois va conduire le lithium d'une électrode à l'autre. Et également, on le met dans la cathode, dans l'électrode, et là, il va jouer le rôle soit du liant, de connecter les particules entre elles et de conduire le lithium. Voilà. Et ce type de technologie nous permet d'utiliser le lithium métal, et donc ce qui nous permettra d'avoir des batteries avec une densité énergétique, volumique ou massique beaucoup plus élevée par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un peu ça en quelques mots. Et du coup, vous réduisez, en augmentant la capacité énergétique de votre batterie, vous réduisez la consommation de lithium? La consommation de lithium, ça va être la même, parce que c'est la même quantité. En fait, pour pouvoir produire l'électricité, c'est le lithium qui va bouger d'un côté à l'autre. Par contre, on peut utiliser du lithium métal qui est moins élaboré que ce qu'on peut avoir dans les anodes, voilà, qui la graphite ou autre chose, qui ajoute du prix et en plus qui va faire des systèmes beaucoup plus volumineux, beaucoup plus lourds. Et donc tout ça, en fait, ça nous permet quand même de gagner. Donc on a une voiture, par exemple, qui est moins lourde, donc on consommera moins d'énergie pour la faire rouler. Voilà. Et du coup, vous venez de répondre à la prochaine question sur les applications visées en priorité. C'est le marché de l'automobile? Oui, ça peut être. Oui, c'est visé, oui, les automobiles, parce que c'est là où on avait vraiment besoin de la sécurité. Voilà, le problème éviter les problèmes d'explosion. Voilà, nos polymères sont très sûrs pour cette application. Et je me permets une question aussi avec une durabilité des batteries qui est plus grande aussi à terme avec ce type de technologie? Oui, normalement, ça devait être bien plus long parce que ce qui se passe à l'heure actuelle dans les électrodes, dans les batteries actuelles, c'est l'électrolyte qui se dégrade. En fait, ce système, on peut, même s'il a un accident, à un moment donné, ça peut chauffer à plus de 80-90 degrés Celsius, il n'a pas de dégradation. Alors que dans les batteries actuelles, donc dès que ça dépasse 40-50 degrés Celsius, l'électrolyte se dégrade et ça enchaîne toute la chaîne de dégradation derrière, donc qui réduit le temps de vie de la batterie. Voilà. Merci beaucoup, Christina. On reste toujours sur des électrolytes et des polymères en allant du côté de FuelSea. Du côté de FuelSea, je vais porter la parole à un des trois cofondateurs, Baptiste. Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. A priori, c'est bon. Alors, pour vous présenter, nous, on est le projet FuelSea. Donc, on a un jeune projet issu de l'Université de Grenoble. Et nous, on s'intéresse à la ressource eau, et notamment à l'aspect de désinfection de l'eau. Puisqu'aujourd'hui, l'eau, ça devient une ressource qui est de plus en plus utilisée et qui, à terme, va être soumise à de fortes tensions. Donc, avoir de l'eau de qualité, c'est quelque chose d'important. Et donc, une manière de faire ça, en fait, c'est de désinfecter l'eau par des systèmes de chloration. Donc, classiquement, on utilise des galets de chlore ou du dichlore gazeux qu'on fait buller dans de l'eau. Aujourd'hui, la législation évolue et on cherche d'autres alternatives. L'une d'entre elles, c'est la désinfection par l'électrochloration,
ou dit l'électrolyse à sel, en fait, qui va permettre, par passage d'un courant électrique entre deux électrodes, transformer le sel en agent biocide, qui est l'hypochlorite ou l'acide hypochlorite. C'est une technologie qui existe aujourd'hui et qui est soumise en fait au prix d'un de ses composants, qui est l'électrode, qui est le centre névralgique finalement de cette réaction-là. Et aujourd'hui, les électrodes utilisées sont de cette forme-là. Donc c'est des électrodes à base de titane sur lesquelles il y a des dépôts de ruthénium, iridium, platine, des métaux qui sont extrêmement chers, classés stratégiques par l'Union européenne, car fortement soumis à la dépendance de pays étrangers comme la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud. Et donc nous, où est-ce qu'on intervient? En fait, on intervient sur deux aspects. Premièrement, sur un revêtement, donc on a développé au laboratoire, qu'on a breveté et qui va permettre en fait d'associer un matériau composite à base d'un polymère dans lequel on va générer des particules de catalyseur. Ça va avoir un intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire des catalyseurs de taille extrêmement petite et donc on va avoir une surface de contact beaucoup plus élevée. Donc on va avoir des performances équivalentes aux électrodes commerciales avec 20 fois moins de métaux. Donc on a une économie en ressources stratégiques. Et un autre aspect, c'est sur le support, pour essayer de passer de support titane, où aujourd'hui le recyclage derrière est extrêmement compliqué en fin de vie, à des supports de type carboné, qui peuvent être recyclables ou biodégradables. Et donc on s'intéresse à différents types de supports carbonés, et on est notamment intéressé par la provenance de ce carbone, puisqu'en fait le carbone, faut faire attention à sa provenance. Donc l'idée serait d'utiliser des biocarbones qui seraient intéressant à la fois sur l'aspect fournisseur et derrière post-utilisation. Et voilà. Et du coup, là, l'innovation, c'est les nanoparticules. Ce que votre grosse innovation, c'est d'avoir mis ces nanoparticules en matrice? Oui, l'innovation, en fait, elle se repose sur la matrice, donc à la fois sur la composition et sur le procédé pour y parvenir, et également de son implémentation sur du carbone, ce qui n'est pas forcément quelque chose aussi simple que ça. Merci Baptiste. On va rester dans le domaine des nouveaux matériaux ici, sur des nouveaux matériaux, notamment pour les domaines de l'impression 3D avec un matériau 100% biosourcé, mais je vais laisser Kaoula nous en parler un peu plus. Merci. Alors, moi, je suis Kaoula Bouzidi, ingénieur docteur. Je travaille dans le laboratoire AGP2, Grenoble IMP et CNRS. Donc, notre projet est issu d'un projet de ma thèse qui était financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'UJA. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à développer un matériau de biocomposite, donc 100% biosourcé, à base de deux composants biosourcés, donc une résine thermodurcissable et de la cellulose, de la poudre de cellulose, pour avoir une pâte qu'on peut après imprimer en procédé LDM grâce à ses propriétés rhéologiques. Donc on peut trouver des pièces imprimées en 3D de ce type-là. Donc ça c'était le cœur du projet. Ensuite, le point positif de ce matériau, bien sûr, que ce soit 100% biosourcé, donc il a un faible bilan carbone, mais aussi il résiste très bien à haute température. Donc c'est un matériau pour des applications techniques, pour concurrencer des thermoplastiques qui existent sur le marché de l'impression 3D, qui sont à haute performance, mais aussi pétrosourcés et qui coûtent assez cher parce que, par exemple, si on parle de pic qui coûte 1000 € le kilo, alors là, on est avec une solution plus verte et qui coûte 5 € le kilo. Donc voilà, une grosse différence de prix quand même. Ensuite, donc pour aller un peu plus loin, pour valoriser cette technologie, on est sur un projet de valorisation accompagné par la société Linxium pour soit créer une start-up ou transférer cette technologie vers des industriels. On a donc varié un peu plus les procédés de mise en forme. On a testé le moulage par injection qui marche plutôt bien, mais qui est
moins accepté par les industriels plasturgistes à cause de la nature pâteuse de notre matière. Donc on a essayé de faire aussi du moulage par compression. Donc on comprime la même pâte qu'on utilisait pour l'impression en 3D pour avoir des plaques de différentes épaisseurs dans le but de après les usiner. Donc on est plus sur de l'usinage maintenant, enfin extractif que sur l'additive. Par exemple ici c'est une pièce à base justement des plaques qu'on a déjà comprimées et ensuite on les a stratifiées et on a fait tout l'usinage dans notre laboratoire avec notre fraiseuse et ensuite ici les pignons sont imprimés en 3D, donc c'est la même matière qu'on a utilisée pour faire les plaques et ensuite aussi pour imprimer en 3D pour avoir cet ensemble là. On a aussi testé de faire de thermoformage, donc les mêmes plaques avec le même matériau qu'on a comprimé, sauf que là, on ne solidifie pas à 100%. On solidifie partiellement pour avoir une plaque flexible qu'on va former avec une forme qu'on désire. Et après, avec la solidification à haute température, on peut figer la forme. Donc voilà à peu près notre matériau avec ses caractéristiques principales. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être. Mais là, du coup, c'est super révolutionnaire. Ça va bouleverser tout le marché de l'impression 3D. Vous avez des concurrents ? Des concurrents, ça va être peut-être justement une solution qui existe déjà, des polymères thermoplastiques qui restent quand même pétrosourcés, qui ont peut-être des performances un peu plus poussées, sachant que nous on est sur le développement, donc on essaye d'optimiser encore plus de notre matériau pour avoir des propriétés plus intéressantes au niveau de propriétés mécaniques ou d'autres aspects. On essaye de faire plus de tests de caractérisation pour essayer d'entrer pour les applications ferroviaires parce qu'il y a des normes bien spécifiques à cette industrie-là. Donc oui, on essaye de révolutionner le monde de l'impression 3D, pourquoi pas. Merci Kaoula. Du coup, on le voit avec tous ces matériaux, en fait, il y a souvent de nouveaux procédés, des nouvelles imprimantes 3D pour être compatibles aussi avec les matériaux de thermobiocomp. Donc voilà, il faut un nouveau type d'imprimante 3D. Je me permets de me faire le relais de Kaoula, effectivement, pour être adapté à ce... Il y a une co-conception, peut-être que vous voulez en dire un mot, d'une co-conception d'une imprimante. Du coup, vu la nature particulière, donc c'est sous forme de pâte, on utilise un procédé qui s'appelle LDM, Liquid Deposition Molding. Donc là, on dépose couche par couche, mais sans faire fondre les thermoplastiques. Enfin, c'est pas un thermoplastique. Et ensuite, on les réticule dans le four. Donc, on a co-développé une imprimante avec un constructeur de machines de la région qui fait à la fois l'impression avec le procédé LDM et en même temps un four intégré pour solidifier en même temps que l'impression avec bien sûr tout ce qui va avec une caméra thermique, c'est une imprimante co-développée à base d'une imprimante qu'il a déjà développée pour imprimer du PIC et du thermoplastique. Merci pour ces précisions. Du coup, nouveaux matériaux, nouveaux procédés, et nouveaux procédés, c'est aussi ce qui intéresse, nouvel écosystème, et c'est aussi ce qui intéresse Crystalix. Et pour parler de Crystalix, je vais laisser la parole à Kader. Alors, Crystalix, donc c'est une société qui est en cours de création, qui risque d'être créée dans courant 2023, dont l'ambition c'est de créer la première usine autour de Grenoble qui fait des monocristaux dans un creuset froid. Alors, ça vous paraît des noms barbares, mais en fait l'idée, je vais vous montrer quelque chose qui va vous parler. En fait, à Grenoble, on connaît bien ces outils-là, c'est des wafers de silicium. Sachez que ces wafers sont faits à partir de monocristaux, comme ceci. Donc c'est des grands cylindres qu'on vient tirer et ensuite qu'on vient découper sous forme de wafer. Et comment on fait ces cristaux-là? En fait, on va y arriver. En fait, on fait fondre du matériau, ici, dans ce cas-là, du silicium, dans des grosses casseroles, d'accord? Et ensuite, on vient faire grossir ce monocristal. Nous, notre travail à Crystalix, ça a été de développer la première casserole froide, si je puis dire. Une casserole, en fait, qui ne monte pas en température. Alors du coup, l'avantage, il est double. Le premier, c'est qu'on peut faire fondre des matériaux
sans pollution de la casserole, justement, puisque la casserole elle reste froide. Et deuxièmement, la température de fusion des matériaux qui était limitée par la température de la casserole, ben, en fait, elle ne l'est plus, tout simplement. Donc à partir de là, ben, on s'est mis à développer des cristaux de type classique, microélectronique ou laser ou scintillateur, mais encore plus loin, Crystallix a pour ambition de développer des nouveaux matériaux et d'ouvrir des nouveaux marchés, puisque maintenant on a accès à des points de fusion qui sont très élevés et donc du coup à des matériaux dont les propriétés sont beaucoup plus intéressantes, mais qui étaient inaccessibles à ce jour. Je crois avoir résumé un peu ce qu'on fait. Vous avez des questions, avec grand plaisir. Ah bah, j'ai vu le film. J'ai vu le film. Du coup, ce que vous utilisez, c'est une bobine que vous mettez autour du creuset froid. L'invention en elle-même, c'est l'équivalent du passage de la vieille plaque à gaz à de l'induction. C'est exactement pareil. C'est le même phénomène, alors que là, on passe beaucoup plus de puissance, hein, forcément, puisqu'on vient faire fondre des matériaux pour le silicium à plus de 1414 degrés ou pour le saphir à plus de 2000 degrés. Donc l'idée, c'est vraiment le même principe, de gagner en économie d'énergie, parce qu'on sera beaucoup plus productif, beaucoup plus réactif en termes de puissance réactive, et surtout en termes de pureté des cristaux. Donc voilà. Pourquoi en termes de pureté des cristaux, qu'est-ce que ça change? Comme notre casserole, elle reste toujours froide, elle ne contaminera pas la charge intérieure. En plus, comme c'est de l'électromagnétisme, vous l'avez vu sûrement sur le film, on a une force électromagnétique qui pousse le liquide au centre. Donc on aura de la lévitation de ce bain liquide. Et ça marche même pour des grandes tailles. Puisque l'électromagnétisme, c'est avant tout une physique de surface. Alors, il nous a fallu plus de 10 ans quand même pour développer ce procédé-là. C'est pas sorti on va dire, d'un chapeau tout de suite. Merci beaucoup, Kader. Donc ici, innovation en changeant un procédé de conception de fabrication des monocristaux. On peut aussi s'intéresser à comment on optimise certains procédés existants. Et c'est exactement ça, c'est à côté que ça se passe avec Voyance System. Et pour Voyance System, je vais passer la parole à Gwen et à Jay. Bonjour, je présente ce qu'on... Donc l'objectif de Voyance System, c'est de réduire les coûts d'aider les entreprises à réduire les coûts d'émissions de l'empreinte carbone, tout en maintenant la productivité de l'entreprise. Donc plus précisément pour faire ça, en fait, ce qu'on propose, c'est que en partant d'un modèle, d'un processus, alors un processus, ça peut être par exemple une chaîne de production, un processus de livraison ou un processus interne de recrutement, par exemple des employés. En partant d'un modèle, eh bien, on est capable de simuler, de calculer tout un ensemble de métriques concernant la consommation de CO2, le coût et aussi le temps d'exécution des processus. Donc pour cela, on a besoin de ce modèle. Ça correspond à un ensemble de tâches qui sont mises en jeu dans le processus, ainsi que tout un ensemble d'informations quantitatives concernant ce processus. Par exemple, c'est-à-dire, pour exécuter une certaine tâche, on a besoin de certaines ressources. On a besoin d'une voiture, d'un conducteur, d'une machine. Et aussi, exécuter une certaine tâche, ça prend un certain temps. Et puis aussi, ça coûte, ça consomme une certaine quantité de CO2. Une fois qu'on a cette information, on va utiliser notre outil. C'est en fait un simulateur qui va simuler ce processus, l'exécuter si vous voulez, pas une fois mais 100, 1000 fois. Et ensuite, on calcule tout un ensemble de métriques, justement, principalement sur ces aspects, empreinte carbone, coût et aussi temps d'exécution. Et en jouant avec notre outil, on peut exécuter différents scénarios, différentes simulations qui vont permettre au final justement d'optimiser le processus. Donc au final, ce qu'on fait, notre outil, c'est de l'optimisation multicritère. En fonction de la compagnie, on peut dire moi c'est important pour moi d'optimiser, de réduire drastiquement l'empreinte carbone, mais tout en travaillant à coût constant. Ou alors de réduire un peu l'empreinte carbone et peut-être d'améliorer un petit peu les coûts et les temps, les délais d'exécution. Donc voilà, en utilisant notre plateforme d'optimisation multicritère, on envisage d'aider les compagnies à optimiser ces processus. Et vous avez déjà testé sur des cas d'usage? Oui, on a testé parce que le projet vient de la recherche, donc on a testé, validé sur le processus de la recherche, littérature de recherche. Et aussi, on a travaillé avec quelques petites entreprises, 2 petites entreprises, pour valider notre solution. Mais notre marché cible, c'est le grand compte, parce qu'il y a beaucoup plus de marge pour optimiser
les processus qu'un petit PME. Mais oui, aussi, jusqu'à maintenant, les entreprises ont un objectif d'atteindre la croissance et augmenter la productivité, pas vraiment réduire l'empreinte carbone. Mais maintenant, avec la nouvelle réglementation et lois et tout ça, c'est comme obligatoire réduire l'empreinte carbone et en même temps maintenir la croissance. Donc, c'est notre solution pour ça. Alors une question hyper quantitative sur les cas d'usage que vous avez regardés, vous avez réussi à leur faire diminuer de combien leur bilan carbone? On a travaillé sur un process de taillage de pierre, de marbre, granit. Donc avec ce process, on a optimisé le débit de production par deux, à peu près deux, et en même temps, comme un petit peu plus de coûts. Et je pense que le bilan carbone, c'était presque pareil, pas négligeable augmentation de bilan carbone. Bonne chance. C'est un outil pour convaincre quelque part, puisque vous conciliez économie de l'entreprise et aussi réduction d'impact carbone. Okay. C'est important pour susciter des envies de réduire l'empreinte carbone. Alors, merci à tous les deux. Alors, on va aller découvrir un autre projet porté aussi au sein de l'INRIA et toujours en s'intéressant à ce que la simulation, l'intelligence artificielle, la compréhension des données peut apporter dans ces objectifs liés donc à un monde plus soutenable, plus sobre. Et je vais passer pour en parler la parole à Maria. Alors bonjour et bienvenue, je vous présente Automatica. Donc chez Automatica, on travaille sur le logiciel, l'intelligence artificielle pour la navigation autonome, soit pour un petit robot mobile ou pour un robot plus gros comme un véhicule autonome, mais spécifiquement dans les espaces non structurés et partagés avec les hommes. C'est-à-dire que dans cet espace, il n'y a pas des endroits qui sont réservés pour la navigation de robots, il n'y a pas de marquage au sol pour guider le robot. On travaille vraiment avec un espace réel, dynamique, ça peut être très dense où il y a beaucoup de gens autour de la véhicule ou de robots mobiles. Et donc notre logiciel, c'est agnostique de matériel. Et puis, on peut adapter le logiciel selon le besoin de l'application et le besoin des capteurs, par exemple. Et dans notre logiciel, on est très intéressé à l'interaction avec les hommes. Donc, la sécurité des piétons autour de la véhicule, leur confort, c'est notre priorité. Mais en même temps, on fait ça avec éviter le problème de blocage de véhicules, par exemple. Donc, il y a plusieurs applications qui peuvent bénéficier de notre logiciel. Ça peut être la navigation, le conduite autonome au centre-ville, les robots de livraison et aussi des robots qui travaillent dans les petits robots mobiles qui travaillent dans les fabriques, par exemple, pour coopérer avec les gens qui travaillent là-bas, dans les hôpitaux, dans les musées. Voilà. Et c'est quoi le problème le plus difficile que vous avez à résoudre quand vous mettez au point votre logiciel? Donc le vrai challenge, c'est travailler autour des humains, vraiment. Parce qu'il faut identifier les hommes, il faut comprendre leurs intentions, il faut anticiper leur coopération et puis prendre les bonnes décisions pour bouger dans l'environnement, pour ne pas être bloqué, mais en même temps assurer la sécurité et le confort des gens autour de la véhicule ou de robot. Merci beaucoup Maria. Du coup, on va rester toujours dans ces objectifs de compréhension de données, d'analyse de données, cette fois plutôt orienté du côté de l'énergie, avec Passerelle XKey, pour laquelle je vais passer la parole à Jérôme. Bonjour. Ok. Donc les passerelles XKey, en fait, c'est une passerelle qui permet de se connecter directement sur le Linky via la prise TIC. Donc c'est une prise télé-info client. Elle a été créée en fait pour permettre aux scientifiques de pouvoir récupérer des données en temps réel,
car avant on avait des expériences où on travaillait avec les données Enedis, mais c'est des données qui sont de la veille avec un pas d'échantillonnage d'une demi-heure. Là, maintenant, on est en temps réel, ce qui va nous permettre après de pouvoir fabriquer des modèles pour pouvoir deviner ce qui se passe dans la consommation d'une maison. C'est-à-dire qu'on va pouvoir deviner, grâce à par exemple de la désagrégation via une intelligence artificielle, s'il y a une machine à laver qui tourne, si c'est un frigo, si c'est un sèche-linge, et pour pouvoir apprendre à l'utilisateur qu'est-ce qui se cache derrière sa consommation et pouvoir lui permettre après d'appréhender comment réduire sa consommation d'énergie, comment mieux consommer et mettre des vrais chiffres sur sa consommation. Donc voilà, c'est vraiment... voilà. Donc nous, on est le laboratoire de génie électrique de Grenoble, le G2E Lab. Et donc, on a cherché à fabriquer justement ce petit device. Donc, il y a plusieurs versions. Il y a une version Ethernet là, qui est en démonstration, qui permet celle-là de récupérer toutes les secondes les données du compteur Linky. On a des versions autonomes qui, si on n'a pas d'alimentation, qui permettent de récupérer en Wi-Fi les données. Et on a des versions LoRa, donc, qui permettent de récupérer des données qui sont sur des bornes, par exemple à l'extérieur, pour pouvoir... donner accès à nos données puis à la réduction de consommation d'énergie. Je ne sais pas si c'était clair. Donc voilà, oui, j'ai oublié de dire, c'est donc une licence open source, donc CC by NC, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut récupérer les plans sur Internet, les codes et tout ce qui est produit autour de ce projet-là pour pouvoir l'implémenter, le fabriquer dans un Fab Lab. Après, on a aussi une ouverture aux entreprises. Par exemple, une entreprise qui a envie de faire de la gestion d'énergie, qui a besoin de ça, peut, au travers d'une licence, soit par de la rémunération de la data, soit par de la rémunération pécuniaire, pouvoir supporter le projet et pouvoir profiter de tous les accès de ce projet-là, en fait. Je pense que c'est ce que je peux dire de plus. Et du coup, là, ça s'adresse au particulier qui veut optimiser sa consommation. Et vous allez fournir du conseil ? Alors nous, on est un laboratoire. Nous, ce qui nous intéresse, du moins personnellement, c'est plus la donnée. C'est le pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière la donnée. C'est expliquer aux gens, éduquer les gens pour leur dire... Ben voilà, vous allez consommer comme ça. Après, les sociétés de conseil, ce sera plutôt une société de conseil, un fournisseur d'énergie ou une société qui va dire « Nous, on s'engage à pouvoir vous réduire votre consommation en vous expliquant comment on fait. » Voilà, c'est... Moi, je m'arrête vraiment à la donnée physique, quoi, la donnée. Du coup, c'est pour éviter, quand on passe des heures devant notre compteur Linky, à se demander « Merde, c'est quoi qui tourne là ?» Là, vous nous dites directement qu'est-ce qui tourne et qu'est-ce qu'on peut aller éteindre pour diminuer notre consommation. Ça, en fait, c'est exactement ça. Là, on avait un petit exemple. On fait tourner un petit ventilateur et on voit les pics. Eh ben, on peut faire la même chose sur une maison et désagréger la donnée et vraiment savoir ce qui se cache derrière, en fait. Donc, et comprendre. Donc, par exemple, un truc tout bête, un frigo, on va voir qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. Mais si la période entre les allumages et les extinctions commence à se réduire, peut-être que le frigo a besoin d'être dégivré, peut-être que la grille arrière est sale, peut-être que le frigo est en train de s'abîmer. Donc on pourra dire, par exemple, votre frigo, si vous le changez, si vous le dégivrez, vous allez gagner 5 € par an. Ou vous changez votre frigo maintenant, et ben, il sera rentabilisé dans 5 ans parce que vous avez descendu de classe. Voilà, c'est... Mais ça, c'est plus le rôle de... Voilà. Mais du coup, vos entrées de départ, au départ, vous faites un diagnostic de tout ce qu'il y a dans la maison ? Pour expliquer sur les recherches, donc on a eu par exemple ce qu'on appelle XP Smart House. C'est une maison où on a 400 points de mesure dedans, eau, gaz, électricité, température, CO2, tout ce qu'il faut en fait. Les données ont été transférées dans une IA pour faire du machine learning. On va entraîner notre IA pour ensuite deviner sans ce capteur, si on prend une maison qui a à peu près la même configuration,
Sans capteur, en n'ayant plus que ça, on sera capable de deviner le comportement énergétique en fait. Le but, c'est d'entraîner d'abord une maison et après de prendre des groupes de maisons qui ressemblent à cette maison pour pouvoir faire la même chose. Et après, on fait du renforcement, ce genre de choses pour accrocher, voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, toujours tourner autour finalement du citoyen, de l'utilisateur. Ici, on va passer plutôt sur le domaine de la santé avec 2 projets, EcoPrint et Ross Online. Et pour EcoPrint, je vais laisser la parole à François qui va nous en dire quelques mots sur ce qu'ils essayent de faire. Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet EcoPrint, qui est un projet issu d'une unité INSERM UJA, Brentech Lab, avec un développement industriel en maturation à la SAT Lyncium. Alors sa motivation, la première, c'est le caractère ubiquitaire de l'exposition à la pollution, aux contenants environnementaux, pesticides, nanoplastiques, particules ultra fines. Et une donnée fondamentale, c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire tout ça, ça a un impact sur la santé à petite dose et en association, et ça pose des problèmes majeurs car on ne sait pas doser tous ces éléments à petite dose. La deuxième motivation, qui est une alarme internationale majeure, c'est un impact sur la santé cardiovasculaire, bronchique, mais pour ce qui nous intéresse, les pathologies cérébrales, neurodégénératives, tumeurs cérébrales, et très important pour la prévention des états pré-pathologiques, obésité, troubles endocriniens, troubles cognitifs. Et actuellement, c'est une vraie alarme de, par exemple, mise en jeu de l'intelligence humaine dans 3 générations. Alors, comment ça marche? En fait, tous ces contaminants s'accumulent dans la graisse, et ils vont être sécrétés dans la circulation pour aller s'accumuler dans le cerveau, dans les testicules ou par exemple dans le foie. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment explorer ces territoires alors qu'actuellement il y a plein de stratégies d'exploration dans l'air, dans la mer avec Tara. Donc comment faire cette exploration dans le corps? Donc la première, c'est comment accéder à la graisse. Très compliqué de faire des biopsies de graisse. Là, on a eu l'idée d'utiliser l'auto-injection d'insuline, qui est une procédure largement disséminée, avec notre technologie propriétaire de surface, qui est une structuration de surface avec une chimie particulière, qui permet de capter l'adresse, son micro-environnement, et donc d'aller faire des analyses de contaminants environnementaux associés. Et on peut même, c'est une donnée nouvelle, capter les cellules, ce qui permet de développer des médicaments du futur de prévention du stress environnemental. Dans le sang circulant, c'est très simple. Une ponction capillaire au doigt, comme on fait encore une fois dans le diabète pour doser la glycémie. Et vous mettez sur un papier qui contient des nanoparticules avec notre chimie propriétaire. Et là, vous pouvez le voir avec l'exemple du glyphosate, comment on arrive à augmenter de presque 3 logs, 1000 fois, la détection du glyphosate à petite dose, ce qui n'était pas possible auparavant. Donc pour conclure, vous voyez, on a une technologie qui est unique, une technologie qui est simple, à bas coût, utilisable sur le terrain, un transfert industriel et clinique dans les 2 ans. On avait commencé sur un marché professionnel. En fait, on sait maintenant que tout le monde est concerné puisque l'exposition est ubiquitaire. C'est 20% des morts en Europe, donc c'est un problème de santé publique majeur. Et à côté de ça, une approche de santé globale, parce que ce diagnostic va permettre de faire de la prévention, de développer de nouveaux médicaments. Et par exemple, on est actuellement d'étendre ça avec l'ONU vers les pays du Sud qui sont massivement impactés par les pays riches qui polluent. Si vous avez des questions. Et vous vous adressez à quel type de marché? Alors, le premier marché qui a été la demande, c'était une grosse assurance dans le domaine agricole, qui avec l'émergence de tableaux professionnels et puis de procès, en particulier aux États-Unis, avait anticipé le besoin de la prévention. Et en fait, maintenant, on réalise qu'il y a une demande sociétale majeure, les femmes enceintes, les enfants. Donc en fait, tout le monde est concerné. Donc on commence par le marché professionnel. Le marché des pathologies, un cancer du sein avec une contamination en pesticides va donner un cancer du sein plus agressif et métastatique. Donc vous voyez, c'est 2 marchés, on va dire, qui sont des marchés dans le domaine de la pathologie. Et puis en fait, tout citoyen, actuellement il y a une demande citoyenne majeure qui va vouloir prévenir l'impact de ces contaminants sur des pathologies neurologiques ou endocriniennes. C'est hyper anxiogène. Et du coup,
En fait, ça fait une super base de données. Enfin, c'est génial parce que ça fait une super base de données. Aujourd'hui, on a plein de méconnaissances sur. On est toujours en train de dire l'impact de l'environnement sur la pathologie, mais on n'a aucune quantification. Mais il va falloir avoir l'adhésion de la population. Alors, c'est une très bonne question et dans ce projet, je n'avais pas eu le temps de le présenter, on a intégré dès le début ce qu'on appelle une anticipation du côté industriel, donc pouvoir faire et aussi ce qu'on appelle de l'ethical et du societal by design. Et donc on a déjà lancé en particulier avec les étudiants de GEM et les étudiants de la fac de médecine des questionnaires sociétaux. Et là, j'irais dire, en fait, ce qui est anxiogène actuellement, c'est pas la peur de découvrir d'être contaminé. On s'est rendu compte, ça a été une surprise de ces questionnaires, c'est que ce qui est anxiogène pour les citoyens, c'est au contraire d'avoir intégré cette contamination et qu'il n'y ait aucune action. Donc en fait, on a un peu contredit cette peur, on avait la même peur que vous, et on s'est rendu compte qu'en fait, les citoyens, en particulier quand ils étaient informés, et ils le sont de plus en plus, en fait, avaient une vraie demande, comment je peux me protéger de cet impact sur la santé, et du coup, adhérer parfaitement à ce qu'on pouvait leur proposer. Donc là, il y a tout un travail de communication, comment j'intègre ces usages, qui doit intégrer des sciences humaines et sociales. Et donc sur cet aspect-là, on a un travail avec une chaire UNESCO et des philosophes qui sont associés. Merci beaucoup François. Du coup, pour faire la transition, pour reprendre un exemple que vous aviez sur le fait qu'on s'était intéressé à la pollution plastique via Tara, mais pas à l'effet sur le corps humain et la présence des plastiques dans le corps humain, on va passer au projet suivant qui s'appelle Ross Online et qui s'intéresse notamment à la pollution atmosphérique, mais surtout à caractériser en quoi elle aurait un impact sur nos poumons et est-on capable de la suivre. Et je vais passer la parole à Jean-Luc pour nous en parler. Merci Emmanuel. Oui, donc... nous travaillons ici en fait sur les aspects de qualité de l'air et de l'impact sanitaire de la qualité de l'air. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que respirer 1 gramme de sel marin ou 1 gramme de ce qui sort du pot d'échappement d'une voiture, c'est pas exactement la même chose. Et pourtant, pour la réglementation européenne, 1 gramme, ça reste 1 gramme. Et donc, les normes sont faites sur la masse essentiellement des particules atmosphériques. Nous souhaitons changer ce concept à travers nos projets et nous ne sommes pas les premiers, mais nous avons travaillé énormément depuis 7-8 ans maintenant sur le concept de potentiel oxydant des particules atmosphériques. Le potentiel oxydant étant la capacité de la pollution atmosphérique à oxyder nos fluides pulmonaires et à dépasser nos défenses antioxydantes que nous avons naturellement dans les poumons. Alors, nous savons très bien faire ce genre de choses et nous sommes leaders européens sur des analyses, sur des filtres qu'on prélève dans l'atmosphère et qu'on ramène au laboratoire. Le concept du projet, c'est en définitive de faire un appareil automatique qui permet de mesurer ce potentiel oxydant directement sur un site de référence qui permettrait de faire un suivi en continu et éventuellement de faire des alertes à la pollution atmosphérique un peu plus ciblées sur l'impact sanitaire elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que ce concept de potentiel oxydant a moins de 10 ans maintenant et est présent dans le projet de nouvelle directive européenne sur les normes de la qualité de l'air qui sont en cours de révision, même pas 10 ans après l'introduction du concept, ce qui est quand même un résultat extrêmement intéressant d'un point de vue de l'évolution des normes et de l'intérêt pour les populations, mais aussi pour notre projet, pour les aspects réglementaires. Merci. Et du coup, là, vous travaillez avec des agences de régulation au niveau de l'air. Vous travaillez avec les pouvoirs publics pour installer vos appareils ? Alors, nous travaillons au quotidien, je dirais, avec l'ensemble des agences de surveillance de la qualité de l'air partout en France et nous travaillons aussi avec plusieurs dizaines de pays dans le monde pour travailler sur ce concept de potentiel oxydant. Nous sommes appelés par énormément de monde pour faire des études avec eux. Nous sommes aussi appelés dans le cadre de la sortie de la nouvelle directive par plusieurs pays déjà pour mettre en place avec eux ces mesures de potentiel oxydant dans les superstations, dans les centres urbains.
Nous sommes aussi en relation avec le ministère puisque depuis maintenant 7 à 8 ans, nous avons présenté le concept au ministère qui s'occupe de la qualité de l'air en France. Pour ce qui est du développement des appareils en ligne et des appareils automatiques, nous sommes encore au stade du prototype, donc il est un peu trop tôt pour parler de déploiement sur le terrain, bien que nous ayons déjà plusieurs agences françaises à Paris, à Marseille, à Grenoble bien sûr, qui nous demandent de mettre ce genre d'appareil dans leur station de mesure. Et le potentiel oxydant, vous pourriez le mesurer dans d'autres choses que des particules en suspension dans l'air? Très bonne question que je ne m'étais jamais posée. Je pense qu'on pourrait, oui, mesurer ça dans des... dans l'eau peut-être ou dans d'autres types de milieux. Je pense que c'est quelque chose à creuser, effectivement, qui peut être intéressant à considérer. Merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup à tous les porteurs de projets, merci d'avoir visité tous ces projets de la vitrine amont de la vitrine de l'innovation technologique et à très bientôt.